chers téléspectateurs, bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Ravi de vous retrouver comme chaque jeudi. Nous sommes jeudi le 15 mai 2025 et j'aurai l'honneur et le plaisir de vous accompagner pendant 1h30, notamment de 8h à 9h30. Bien sûr, nous avons plusieurs plateaux, plusieurs invités. Nous allons commencer avec cette première rubrique qui est l'invité de la matinale et nous retrouverons notre premier invité juste après ce jingle. L'invité de cette matinale, c'est le professeur Boujema Abdelkader. Bonjour monsieur, bienvenue. Vous êtes le doyen de la faculté de médecine de l'université de Béchar. Merci madame. Je vous remercie pour l'invitation et l'accueil que votre équipe m'a réservé. Et je suis honoré d'être le premier de votre matinée du 15. Alors, bienvenue et le plaisir est pour nous justement de vous recevoir aujourd'hui pour parler. Je salue vos téléspectateurs à travers votre émission. Merci beaucoup. Alors, justement, vous êtes là pour parler des nouveautés de la faculté de médecine. Bien sûr, on sait qu'elle a ouvert ses portes depuis quelques années. Maintenant, la nouvelle structure au niveau du pôle de l'Ahmar, elle vient d'ouvrir ses portes. Elle a été inaugurée récemment. Elle a eu aussi la visite du monsieur le Président de la République. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, un petit aperçu sur la faculté de médecine de Béchar? Merci. La faculté, c'est une faculté jeune par rapport aux autres facultés parce qu'elle a commencé la formation en 2015 avec 50 étudiants, 5 enseignants hospitalo-universitaires. Alhamdulillah, maintenant on est en 2025, on est aux alentours de 500 étudiants entre pharmacie et médecine. 10 ans plus tard, ça a été multiplié par 100. Et le nombre des enseignants aussi s'est multiplié par 10 en moyenne. Et donc, nous avons été honorés par la visite de Monsieur le Président de la République qui nous a honoré toute la population de la wilaya de Béchar en inaugurant une nouvelle structure de cette faculté qui répond aux normes et dont l'université avait besoin parce que l'effectif qui augmente, l'effectif des étudiants et l'effectif des enseignants. Et dans les perspectives justement de développer toutes les spécialités et pour une formation adéquate et qui répond aux normes. Alhamdoulilah, on a eu cette inauguration de cette structure. On est très content par la nouvelle structure dans laquelle nous sommes actuellement et qui peut répondre donc à la demande de la population. Donc actuellement, il n'y a que 2 spécialités, en l'occurrence actuellement, la médecine. Notre faculté, elle abrite 2 départements. Oui. Le département de médecine qui date depuis 2015 avec à peu près 150 étudiants, médecins généralistes qui sont déjà formés par cette faculté, à peu près une 50aine de spécialistes, de médecins spécialistes qui sont sortis de la faculté de Béchar. Et depuis 2 ans, nous avons ouvert le département de pharmacie qui à peu près entre la première et la deuxième année, on a 75 étudiants, 74 exactement étudiants entre la première et la deuxième. Nous sommes donc à la 2e année et la prochaine rentrée universitaire, on sera en 3e année pharmacie. Alors, je sais que vous préparez aussi pour la prochaine année universitaire l'ouverture d'un autre département. Oui. Qui est vous m'avez surpris par la question. Par cette question. C'est vrai que c'est dans les perspectives. En fait, c'est le recteur de l'université de Béchar, M. On est obligé de passer par ça, mais franchement, en tant que doyen, ça sera difficile pour l'année prochaine, peut-être l'autre année, parce que vous savez bien que déjà en sciences médicales, la formation, plus de 80%, elle se fait au niveau des établissements de santé. Ça, c'est en sciences médicales, que ce soit la pharmacie, médecine ou chirurgie dentaire. Maintenant, spécialement pour la médecine dentaire, la formation, pratiquement, elle est à 90% au niveau sur le fauteuil dentaire. Oui. Et donc, nos étudiants risquent d'avoir des problèmes parce que il faut avoir d'abord une structure dentaire, au moins une clinique dentaire pour ça. C'est vrai que le recteur il fait un effort et il a bien des objectifs que j'estime logiques et positifs
Pourquoi? Parce qu'on est obligé Et d'avoir surtout les droits légitime. légitimes, Oui. c'est vrai. Mais c'est vrai qu'on ne veut pas aussi se précipiter pour C'est poser sûr. des problèmes aux nouveaux inscrits dans cette filière, qui est la chirurgie dentaire. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas assez de terrain de stage pour ces futurs dentistes, chirurgiens dentistes. Même le recteur s'est engagé, il est prêt à acheter des fauteuils, c'est vrai. Mais par expérience, moi je connais des confrères doyens ailleurs qui ont des cliniques, à l'instar de la clinique dentaire de Sidi Bel Abbès, elle se trouve au niveau de la faculté de médecine. Il y a d'énormes De problèmes. Tlemcen aussi, qui n'est pas trop loin. Non, mais c'est que de Bel Abbès, elle est à l'intérieur de À la fac. l'intérieur, oui. Et là, les chirurgiens dentistes et surtout les stagiaires, déjà je ne parle pas de l'effectif en enseignant. On n'a pas pour le moment. On peut en avoir. Maintenant, avoir des fauteuils dentaires au niveau de la faculté, ça pose énormément de problèmes. Parce que pourquoi? L'installation n'est pas évidente. Il y a Non, tout parce un... qu'ils travaillent sur des patients, sur des malades. Oui. Donc c'est une activité de santé. Comment on va la gérer à l'intérieur d'une faculté? Deuxièmement, il y a un problème de prise en charge du consommable. Parce que la santé, même si elle s'engage à fournir du consommable, elle va fournir pour les patients et non pas pour les étudiants. Et vice-versa. Professeur, on va s'arrêter un petit moment Ouais. justement pour voir ensemble ce Donc on est VTR. en train de, juste pour répondre à votre question, Oui. on est en train de se préparer, mais on peut acquérir les fauteuils. En attendant, ce que j'ai proposé à monsieur le recteur, bien sûr le dernier mot il lui revient, on peut en acheter, à condition que la santé s'engage à trouver une structure pour abriter ces fauteuils, et ce sera des fauteuils de l'université, mais qui sont pris en charge par la santé, puisque les malades seront des malades dont le prix de revient, enfin les attributions vont revenir à la santé. Exactement. Et on n'aura pas de problème de gestion de flux des malades au niveau de l'université. Eh bien, justement, il faudra étudier tout ça. Je vous remercie pour toutes ces informations. Merci. On va s'arrêter un petit moment justement avec ce VTR. Chers téléspectateurs, je vous invite à regarder ce VTR réalisé par notre collègue Hamel et interprété par Jawida Bab Ahmed.
Abbas. On se dirait à la faculté de Tlemcen ou Sidi Bel Abbas, nous sommes très fiers de ce chef-d'œuvre. Cette faculté est dotée de 20 laboratoires, 20 salles de l'informatique, des salles d'assimilation, 3 grands amphithéâtres, un auditorium. L'année prochaine, elle sera dotée d'un département de chirurgie dentaire. Au-delà de l'enseignement, cette nouvelle faculté ambitionne de devenir un pôle de recherche médicale et de spécialisation. Le projet de création d'un centre hospitalo-universitaire, CHU, à proximité est également envisagé, ce qui permettrait d'intégrer pleinement la formation pratique et de stabiliser les compétences médicales spécialisées dans la région. Voilà, c'était donc un aperçu sur la faculté de médecine, un vrai chef-d'œuvre qui s'étale sur 5 hectares. Voilà, une fierté pour la wilaya de Béchar. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à la qualité de formation, bien sûr, et surtout les spécialités que vous avez encadrées pendant les 10 ans? Alhamdoulilah, bon, depuis l'ouverture de la faculté et le début de la formation, pratiquement, pour les médecins spécialistes, nous avons formé des 2 MS dans toutes les spécialités médicales. Pharmacie, on est encore en 2e année, donc on n'a pas encore la post-graduation. D'ici 5 ans, Inch'Allah, on aura. Mais on a déjà des résidents qui sont en formation en pharmacie. Tels que la microbiologie, par exemple. On a des résidents qui vont passer cette année l'examen imminemment de première année. Donc, les objectifs avec la structure et toutes les commodités qu'elle offre, donc on peut accueillir plus d'étudiants, c'est vrai. On peut former de façon à l'aise et de qualité, avec une qualité. Dans nos projets, il y a un centre de simulation médicale, ce qui est très important pour la formation. Au lieu que l'étudiant il apprend sur un être humain, sur un patient, il va apprendre d'abord en simulation sur des mannequins, avec des scénarios réels et tout ça. Et donc, on a normalement le cahier de charge pour le matériel de simulation médicale est prêt. Il va être lancé imminemment. Et on a, selon monsieur le recteur, on a l'accord de la tutelle pour la construction du centre. Parce qu'il faut tout un centre. Et ça serait vraiment quelque chose de très positif pour les enseignants et pour les apprenants. Que ce soit en graduation ou là même en spécialité. C'est-à-dire, vous imaginez un résident qui peut opérer sur, pas sur un humain, mais avec des scénarios sur des mannequins. Donc c'est vraiment très important. Ça apporte un plus justement à la qualité de formation. La qualité, et il y a un principe depuis des années en sciences médicales qui dit que jamais la première fois c'est le malade. Ah ben oui, c'est sûr. Ce qui est évident. Donc ça va nous permettre, la faculté elle va être dotée, elle est dotée d'une bibliothèque qui regroupe plus de 1500 titres avec revues et ensuite cette année on a fait une commande selon les instructions de la tutelle et monsieur le recteur des ouvrages en anglais. Très bien. Ce qui est fait. On a fait les besoins, vu l'orientation, vu l'orientation, alhamdoulilah. On a déjà prévu dans une réunion avec la direction de l'université une formation de nos enseignants parce qu'à partir de la première année, la rentrée prochaine, l'enseignement de la première année sera assuré en langue anglaise. Exactement, donc c'est une bonne chose. Donc la tutelle a voulu précipiter, enfin anticiper les choses. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont demandé que, de préférence, il faut demander tout ce qui est documentation, e-books et livres en langue anglaise pour faciliter justement cette transition. Et la langue de la science, justement, actuellement. Cette transition. Donc, ceci est positif, tout ça est positif. Donc, Inch'Allah, on est là pour justement faire valoir cette structure et l'effort des enseignants et des autorités justement pour, Inch'Allah, couvrir la région de Béchar, pas uniquement. Donc on a des étudiants d'Adrar, de Bni Abbas, de Tindouf. Donc Inch'Allah, on est en train de préparer déjà l'état de paie, le stage selon les engagements de monsieur le ministre, l'indemnité liée au stage
des étudiants en médecine, elle est prête. Le budget est monsieur le recteur. Ce matin, j'étais avec le comptable pour vérifier justement l'état de chaque étudiant. Déjà. Ils m'ont soulevé le problème de l'indemnité liée à la garde qui dépend de la santé, non pas de l'université. Donc, on verra, Inch'Allah. Justement, le débat nous mène à parler de la création du CHU qui s'impose. Alors, quel en est justement Justement, par rapport à ce projet? Je vous remercie d'avoir abordé ça parce que la spécificité de la formation en sciences médicales, c'est cette double casquette. Exactement. C'est pas comme toutes les facultés. On a cette double casquette et l'enseignant, bien qu'il est universitaire, il passe plus de temps à l'établissement de santé. C'est là où il forme. C'est là où il est formé, où il est formé. Donc, il doit parce qu'il forme sur des malades. C'est le lit du patient. Et donc, il doit être toute la journée dans son service. Et les étudiants ont besoin de ce service justement pour se former. Donc, ça veut dire que la faculté ne peut prétendre à une formation de qualité s'il n'y a pas en parallèle des établissements et des structures de santé qui répondent à la demande. Parce que actuellement, alhamdoulilah, on a toutes les structures qui existent au niveau de la wilaya, même l'hôpital militaire, l'hôpital d'ophtalmologie, l'hôpital Baudief, en plus des 240, et même le CAC, aussi, voilà. Et même les centres de santé, comme la zone, là où il y a les consultations, on peut, à partir, parce que les stages, les étudiants en médecine, ils commencent à partir de la 3e année. Donc, pour des soins infirmiers, on peut les envoyer même à la polyclinique, il n'y a pas de problème. Pour le stage, les soins infirmiers, mais pour les stages un peu plus avancés, ils ont besoin de services. Et pour les résidents, vous les orientez vers quel établissement? Alors, les résidents, j'ai dit tout à l'heure que nous avons à peu près formé une 50aine de spécialistes, toutes spécialités confondues. Pour le moment, il y a deux services selon les conditions et les critères qu'il faut avoir pour ouvrir une formation en post-graduation. Il faut un rang magistral et au moins un maître assistant, avec un service qui est en activité. Ouais. Donc il faut une activité, il faut un rang magistral avec un maître assistant. Alors les résidents, ils sont orientés vers quelle structure? Donc pour le moment, on a 2 rangs magistraux. Enfin, moi je suis rang magistral, mais mes résidents, fait Belabbès. Pourquoi? Parce que je n'ai pas encore eu la structure pour développer le service. D'accord. À chaque fois je demande et يقول لك مازال donc نشوفوا لك Inch'Allah ça va venir. Inch'Allah, mais on a un service de chirurgie qui à sa tête il y a un prof avec des résidents, avec des maîtres assistants, donc qui forment des résidents chez lui. On a un service d'épidémiologie, de médecine préventive et d'épidémiologie. Et le reste, on a aussi la chirurgie au niveau de l'hôpital régional universitaire militaire. Oui. On a la chirurgie, on a la neurochirurgie, on a l'hémato, on a la cardio, on a, on a pas mal de spécialités qui sont ouvertes. On a la biochimie, on a l'hématologie, je l'ai déjà dit, je pense. Donc, la construction d'un CHU, c'est ça l'objectif, c'est de stabiliser et de fixer les rangs magistraux. Et c'est les rangs magistraux parce qu'il ne faut pas se leurrer ou se tromper. Ceux qui tiennent les consultations et voient les malades et la population, qui prennent en charge en réalité la population, quotidiennement, c'est les résidents. Donc, il y a une équipe de résidents, parce que c'est pour ça qu'on les appelle les résidents, parce qu'ils résident dans le service, dans l'établissement. Ils sont tout le temps là. Donc, et les résidents, on ne peut pas en avoir. Ils sont aussi très motivés pour apprendre. Donc... Et on ne peut pas en avoir assez de résidents s'il n'y a pas assez de rangs magistraux. Donc, l'ouverture d'un CHU, ça va attirer les rangs magistraux et c'est ça qui va développer, que ce soit du point de vue soins, la prise en charge, au lieu que les malades ils sont orientés ailleurs. Évacués vers d'autres wilayas qui ne sont pas à côté, ils sont très loin. Et donc, on aura des compétences et pour des soins de haut niveau, c'est-à-dire tertiaire, de niveau 3. Ce n'est pas les soins d'un centre de santé. Donc l'objectif, c'est ça. Et la formation, elle ne peut
qu'être meilleur. Si vous avez des rangs magistraux. C'est ça l'objectif. L'objectif, ce n'est pas pour avoir un CHU. Non, parce qu'on sait que la formation en médecine, ou en pharmacie ou en dentaire ne peut pas se faire s'il n'y a pas assez de rangs magistraux, s'il n'y a pas une structure adéquate, ainsi de suite. Et c'est la demande, justement. Les étudiants ne cessent pas, même plus tard que ce matin, on discutait avec les internes, je discutais avec eux, ils ont posé le problème où est-ce qu'il en est avec le CHU. Vous imaginez des étudiants qui vont faire un stage d'interne 7e année alors que normalement il doit être là. D'autant plus qu'on a plusieurs structures. Et donc les conditions, il faut, je pense, inciter les gens à venir à Béchar et savoir les stabiliser. Il faut leur donner les conditions sociales, au moins le logement. Alhamdoulilah, cette année, on a eu 10 maîtres assistants sur le concours passé. Oui. Les 10 sont logés. Très bien. Avec monsieur le nouveau recteur, oui. Avec l'aide des autorités locales, à leur tête, monsieur Loueli. Exactement. Les 10 sont logés et même des logements qui ont été équipés. Très bien. Donc c'est un point positif, je pense, pour attirer le prochain concours, Inch'Allah. Et le prochain concours sera avant les vacances. Justement, nous arrivons à la fin de notre premier plateau. Brièvement, quels sont les critères que vous prenez dans le concours, justement? Comment se passe le concours de spécialité à Béchar, alors? Pour le concours de maîtrise ou le concours pour faire spécialité. Nous, on a un nombre limité de postes déjà. Oui. Et ensuite, pour faire un jury sur place, pour organiser un concours sur place, il faut avoir un certain nombre de rangs magistraux pour constituer un jury. Alors, comment ça se fait? Généralement, on faisait le concours, vu le manque l'impossibilité de constituer un jury dans toutes les spécialités de médecine. On faisait le concours soit à Tlemcen, soit à Sidi Bel Abbas. C'est-à-dire, on ouvre la plateforme Tana. D'accord. Les étudiants ont l'inscription et la liste elle sera à part. Ils participent dans le concours sur le programme Tab Abbas ou le Tlemcen et la répartition de c'est-à-dire le classement تاعهم classe رواحهم ماشي على حسب les postes اللي عندنا مثلا 20 postes يربحوا لنا 20 يدوا les 20 d'accord نديروا لهم la répartition رواحهم. Donc j'espère que les conditions seront favorables inchallah avec inchallah. C'est tout ce qu'on vous souhaite. En tout cas, je vous remercie pour toutes ces informations, pour ces explications aussi, d'avoir répondu à notre invitation. Excellente journée. Donc, je vous remercie. Je vous remercie beaucoup. C'est moi qui vous remercie et je suis honoré et ravi d'être parmi vous. Le plaisir est pour nous. Alors, chers téléspectateurs, j'arrive à la fin de ce premier plateau. Je vous laisse avec cette pause musicale. Nous reviendrons justement après la pause pour recevoir nos prochains invités. Restez avec nous. غماري وي غماري غماري وي غماري أغماري للام منى السلطان قنوار أغمري للام منى سلطان قنوار وي
سيدنا بولال سيدنا بولال سيدنا بولال سيدنا بولال لالا ميمونة سلطان قناوة سيدنا بولال لالا ميمونة سلطان قناوة ونختم قولي بالصلاة والسلام محمد من الرسالة نختم قولي بالصلاة والسلام محمد من الرسالة ألفين صلاة عليك أيها العرب ألفين صلاة عليك أيها العربي الله يا الله النبي يا 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 وبسم الله هديت لا حول ولا قوة مسلمين أمام صليح أمام صليح Et voilà, nous arrivons à notre deuxième rubrique qui va être le sport. Et je recevrai mon prochain invité juste après ce jingle. Et bien voilà, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir M. Mohamed Rahmouni, chargé de communication de la Ligue de Wilaya de la natation à Béchar. Bonjour, bienvenue, marhaba bik. Bonjour. Ah ben, justement, ravi de vous retrouver. Nous allons parler de la natation, du développement de cette discipline au niveau de la wilaya de Béchar. Et bien sûr, on voit un nombre très important, que ce soit d'enfants ou d'adultes, qui s'orientent vers cette discipline. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce sujet? Par rapport à la natation, le nombre des enfants qui participent de la Ligue, elle s'est installée en 2019. Oui. Le nouveau bureau il s'est installé au septembre 2024. C'est tout récent. Ouais, c'est récent. On a 10 clubs, Ah, Ibarak. 4 clubs spécialisés en natation et les autres clubs, c'est des sections avec des autres clubs. C'est sections par rapport, c'est pas des clubs spécialisés. D'accord. Voilà. Donc, c'est quoi la différence entre club spécialisé et section? Le club spécialisé, ça veut dire que c'est un club qui Forme des équipes. l'activité principale, c'est la natation. Les autres clubs, c'est c'est une section qui fait partie qui pratique des autres sports. Par C'est-à-dire exemple, quoi, le par exemple boxe, le Ah, club, d'accord, voilà. donc ils font plusieurs. Plusieurs disciplines. Oui. Une section autres, spécialisée en natation. Voilà. On a 4 clubs spécialisés, 6 clubs se forment de sections. Et le nombre des enfants, une moyenne de 50 enfants par club. Wow. C'est pas plus, voilà. C'est quand même un nombre Ouais. important. Alors, Et la on demande, savait- elle est toujours, surtout. Justement, on savait ouais. que les enfants du Sud, en l'occurrence les enfants de Béchar, pratiquaient la natation uniquement pendant l'été. Maintenant, ça devient une discipline tout au long de l'année. Il y a plusieurs piscines justement réalisées au niveau de Béchar. Et ça permet justement d'aborder cette discipline et d'aller jusqu'au professionnalisme. Pourquoi pas faire partie des équipes nationales à l'échelle nationale. Alors, qu'est-ce que vous faites pour diagnostiquer? Est-ce que le choix est ouvert à tout le monde? Est-ce que vous prenez des enfants qui n'ont aucune notion sur la natation que vous formez, ou alors vous faites des cycles de formation dont vous choisissez quelques enfants? La première des choses, lorsque l'enfant il arrive au club ou là, au niveau de la piscine, on fait un test pour savoir le niveau de l'enfant.
Sinon, s'il n'est pas l'objectif principal, c'est un enfant qui ne sait pas nager, c'est l'adaptation aquatique et le déplacement, l'équilibre dans l'eau, c'est ça l'objectif. Après, on a, par rapport à la Ligue, il y a l'école, le BAD, il y a le niveau poussin, Benjamin minime, c'est des sections par rapport à l'âge. Justement, nous allons revenir pour parler plus franchement sur les détails. On va s'arrêter un petit moment avec ce VTA réalisé par Jatot Boubacar, interprété par Jawida Baba Ahmadi. Nous reviendrons pour continuer le débat. Restez avec nous. Jadis, ils étaient 2, aujourd'hui, ils sont 7. Les clubs de natation de la wilaya de Béchar deviennent de véritables pôles d'attraction pour la jeunesse locale. Surtout avec l'ouverture de plusieurs piscines, olympiques et semi-olympiques, créant ainsi le bonheur des amoureux de cette discipline. ميداروا لا ليغ دو شامبيون هنا في ولاية بشار ما بين 2014 حتى 2025. Depuis la création de la Ligue entre 2014 et 2025, la natation s'est beaucoup développée, aussi bien du côté des nageurs, garçons que filles, et même le nombre d'encadreurs. Ils étaient avant des athlètes, aujourd'hui ils participent à l'encadrement des adhérents qui sont très satisfaits. Cette piscine olympique qui porte le nom de l'Arossi Rissa ouvre ses portes durant toute l'année. Tous les clubs s'entraînent ici, ce qui nous a poussé à mettre un emploi du temps spécial et adéquat au nombre de clubs actifs. Longtemps considérée comme une discipline marginale dans les régions sahariennes, la natation connaît aujourd'hui à Béchar un essor remarquable dans le sud-ouest algérien. De plus en plus de nageurs accèdent aux podiums régionaux et rêvent, pourquoi pas, d'intégrer les équipes nationales. احنا كشباب تأسسنا النادي أول مرة في أواخر 2022. Nous avons fondé notre club en fin 2022. Nous avons commencé par 5 entraîneurs. Actuellement, ils sont 10. Cette discipline attire de plus en plus d'adhérents. Elle est très bénéfique, côté santé et côté intellectuel. J'ai choisi la natation parce que c'est un sport complet. On s'entraîne vraiment bien. Nous participons beaucoup aux compétitions grâce à nos coachs. J'aime ce sport et je participerai, Inch'Allah, aux Jeux Olympiques. Les coachs تاعنا ونحبوا هذه الرياضة. إن شاء الله نكون بطلة في المستقبل ونكون شامبيون ونكون من هذوك اللي يديروا في جوز أولمبيك. رانا فرحانين بزاف كي رانا نقراو هنا في السباحة. Je suis très contente de pratiquer la natation. Elle regroupe plusieurs disciplines en même temps. J'aimerais bien devenir une championne un jour. اليوم جاي ندربوا رياضة السباحة ونشكر كل شيوخنا على تدريبنا بكل حب وبكل قلوبهم. Je remercie tous mes coachs pour leur discipline en entraînement. Personnellement, j'ai choisi la natation parce qu'elle regroupe plusieurs disciplines sportives. J'aimerais représenter mon pays à l'échelle mondiale plus tard. إن شاء الله مستوى كافي مستوى كافي لتمثيل بلدنا عزيز. رياضتي المفضلة. Mon sport préféré, c'est la natation. C'est une activité très plaisante. Les coachs nous entraînent sérieusement pour participer aux compétitions. Mon rêve, c'est de devenir un nageur professionnel. Ces clubs, qui offrent de vraies méthodes d'entraînement professionnel aux adhérents, incarnent une volonté collective de promouvoir les sports aquatiques, même dans un environnement désertique. Et voilà, c'était un petit aperçu sur la discipline au niveau de Béchar. Donc on voit énormément de filles et de garçons
Une petite question. Alors, en pourcentage, c'est qui pratique cette discipline? C'est plus les filles ou les garçons? Bon, les deux sexes. Enfin, l'ensemble, c'est les deux sexes. C'est les deux C'est sexes. 50-50. 50-50. Super. On n'a pas de... Ouais. Ah bah, c'est une très Parfois, bonne on trouve le membre de la famille complet, les frères, les sœurs en groupe. Là, chose. voilà. C'est bien. Ouais. Et justement, علموا أبنائكم الرماية والسباحة وركوب الخيل. Ça fait partie des disciplines recommandées par la religion de l'islam. Ouais. Alors, justement, on va revenir au débat. Vous m'aviez parlé dans les coulisses de la formation, justement, des maîtres nageurs. Est-ce que vous avez un nombre de maîtres nageurs? Est-ce que c'est un projet? Comment que ça se Bon, passe? pour le moment, c'est un projet. On a fait une formation des initiateurs en natation. Oui. Maintenant, on a comme projet, avant la fin d'année, Inch'Allah, on va faire une formation par rapport aux maîtres nageurs et aux arbitres fédéraux pour organiser des championnats au niveau local. Et ça, Bon, déjà, nos je sais objectifs. qu'il y a plusieurs compétitions qui se sont déroulées. Bon, on a fait une compétition le mois d'octobre, une deuxième au mois de février. Oui. Et là, on attend la fin des Avril examens des dernier. enfants. Ouais. Avril dernier, il y a eu une compétition aussi. Février, avril. Oui, avril, voilà. Avril aussi. Ouais. Donc, il y a eu au moins 3 compétitions. Là, on a cette eu année. deux compétitions. Deux compétitions. Voilà, parce qu'on a 2 compétitions l'été et 2 compétitions Il y hivernales. a des présélections d'équipes, de clubs. Comment que ça se passe pour choisir, par exemple, des membres à la fédération? À la fédération, la sélection se fait par rapport au temps. D'accord. Voilà, pour participer au niveau national ou régional, on demande un minima de chrono par rapport à l'athlète. S'il réalise, selon la catégorie, s'il réalise ce minima, il pourra participer. C'est ça la condition principale pour bien. participer. Et c'est ça par rapport à l'objectif de la Ligue, c'est de faire participer d'une façon régulière dans les compétitions régionales et nationales. Pour faire ça, il faut avoir des athlètes qui ont des minima par rapport aux les 4 nages et les catégories filles et garçons. C'est ça l'objectif pour le travail. Alors, pour les accessoires de natation, est-ce que c'est la fédération, c'est les clubs, c'est qui est... Est-ce que vous les mettez au service de la population ou alors c'est les parents des enfants ou l'athlète lui-même qui devra avoir... Il y a une partie qui a été fournie par la DGS Oui. et la plus grande partie, elle est fournie par les clubs. D'accord. Chaque club a son matériel pour travailler, ouais. Son équipement pour travailler. Et alors, Avec comment nos ça se passe à l'intérieur pour justement former des athlètes de haut niveau? Bon, La pour sélection, former- c'est-à-dire, on va accompagner, on voit des enfants, bon, bien sûr qu'il y a différents niveaux, il y en a qui vont exceller, qui vont se faire rembarquer du premier coup. S'il y a un membre petit, je ne sais pas à partir de quel âge, vous allez le prendre en charge, vous vous dites, voilà, il va falloir le former, il pourra devenir un athlète de haut niveau. On pourra dire ça à partir de 9 ans. 9 ans. D'accord. D'accord. Avant, c'est l'école, mais 9 ans, c'est l'âge de poussin. À partir de cet âge, on peut dire que cet athlète, il aura du résultat On arrive par à rapport distinguer à les son capacités. ouais, on peut le lancer avec des entraînements spécialisés pour participer aux différentes compétitions. Sinon, chaque catégorie a son temps minimum pour avoir ce... Sinon, bon, Alors, vous allez nous dire les âges par rapport à chaque catégorie. Les poussins, par exemple, les ça commence poussins, à partir de quel âge? c'est 2014, qui ont né en 2014. L'âge, s'il vous plaît, on va pas calculer. 2014, c'est 11 ans. Voilà, 11 Voilà, ans. voilà. Donc ça, c'est les Alors, on poussins. le prépare en avant, 2 ans pour le faire en poussin. Puis, on a les benjamins. Attendez, mais vous avez des enfants qui ont 5 ans, 6 ans quand même. Ça on les appelle les écoles. Ah, École, d'accord. ça Donc, fait tant que partie c'est de- moins de à 11 ans, partir c'est les de- écoles. ouais, on accepte. Bon, à partir de 5 ans, 4 ans, c'est l'école. L'école jusqu'au 9 ans, ça commence pré-poussin. Ben, on a le poussin. D'accord. On a les benjamins, c'est 2013, 2011, 2012. Donc, entre Leur 12 année et de naissance, 15 ans. voilà. Oui. Sinon, les minimes, c'est les autres 11, 19, plus. Bon, il n'y a pas de catégorie de cadets. On a les juniors, 17 ans, 18 ans. Et puis, bon, à Bchar, il n'y a pas de seniors. Le plus grand, c'est des juniors. On a des juniors à 17 ans, 18 ans. Voilà. Très bien. Alors, le but à partir de la création de ces clubs, de ces formations, quels sont vos objectifs en tant que fédération? Bon, l'objectif, c'est l'éducation sportive pour l'enfant. C'est Remplir le l'objectif. temps Voilà. aussi. Le deuxième objectif principal, c'est de participer, comme j'ai dit, d'une façon régulière dans les compétitions régionales et nationales. Oui. Voilà. Former
On a besoin, bon, l'objectif technique de former des initiateurs de natation, des entraîneurs, des arbitres, Les arbitres, oui. les maîtres nageurs. Tout ça, c'est pour le service de l'enfant, pour avoir un environnement de travail plus adéquat et plus adapté. Et puis c'est un environnement sain surtout parce que comme ça nous évite les noyades dans les barrages, dans les oueds, etc. Ce qu'on entendait autrefois, il y avait beaucoup de noyades. Maintenant, quand c'est quelque chose de bien cadré, il y a une discipline, il y a les gens qui apprennent à nager, donc ça nous évite Si on des parle pertes humaines. si on parle de la natation, il y a deux sections. Il y a la natation de loisirs et la natation de compétition. Exactement. Ce que je viens de dire, c'est par rapport à la compétition. Mais tenez que par rapport aux enfants, les petits ou là, c'est l'objet de leur apprendre les bases de la natation. C'est l'adaptation aquatique, le déplacement, l'équilibre. Quand on a un grand nombre de nageurs, s'ils voient quelqu'un se noyer, ils vont porter aide, bien sûr. Pour éviter les noyades, pour éviter tous les accidents, bon, même c'est en plage, lui apprendre l'équilibre, l'adaptation aquatique, comme j'ai dit, le déplacement. C'est pour voilà. Comme ça, quand il est habitué avec l'eau, il ne va pas paniquer dès qu'il y a un souci quelque part. Ah ben, merci. Est-ce qu'il y a d'autres informations que vous pourrez nous ajouter? Un dernier mot peut-être? Le dernier mot, on est en train de préparer, Inch'Allah, avant le 1er juin, après les examens des enfants, ce sera la compétition d'été. On va faire un championnat. Il va englober toutes les catégories. n'a pas encore été fixé, peut-être? Pas encore fixé, mais si on va dire que les enfants ils vont terminer les examens le 22, c'est entre le 22 et le 1er. Ah, d'accord. Voilà. C'est aussitôt. Ouais, c'est aussitôt. Juste après les compositions, quoi. Voilà. Ça va concerner toutes les catégories. École, vous m'avez dit qu'il y a deux compétitions pendant l'été, c'est-à-dire? C'est le programme fédéral. On a 2 compétitions hivernales et 2 compétitions à la période d'été. Oui, alors c'est lesquelles dates? On a fait le hivernal, c'était le mois d'octobre et avril. Oui. L'été, on va regrouper les 2 compétitions par rapport à l'Aïd. C'est le 7 juin. Exactement. La fin des examens, c'est le 22 mai. Entre le 22 et on peut pas faire la période elle est courte. On va essayer de les grouper dans 2 jours de compétition. On va regrouper les 2 sections. Et ça concerne toutes les catégories? Toutes les catégories. École, poussin, benjamin, toutes les catégories. Très bien. Et après, ça va être les vacances. Est-ce qu'il y a... La clôture de la saison sportive. Voilà, c'est ce que j'allais poser comme question. Et on va ouvrir les portes justement aux estivants qui vont pratiquer justement la natation. Et c'est ça l'objectif qu'on cherche à former des maîtres nageurs, surtout pour la saison estivale. Oui. On a besoin des maîtres nageurs au niveau de piscine. C'est ce que je disais tout à l'heure, justement, quand on a des gens bien formés, ça nous aide pendant l'été. Ce qu'on va faire, Inch'Allah, avant la fin d'année. On a fait une demande, ça va être avant la fin d'année, septembre, octobre, au mois d'octobre. Eh ben, c'est tout ce qu'on vous souhaite, la réussite et le bonheur. Merci pour toutes ces informations. De rien. Merci pour votre présence avec nous cette matinée. Chers téléspectateurs, j'arrive à la fin de ce deuxième plateau. Je vous laisse avec cette pause musicale et nous reviendrons justement pour recevoir notre prochain invité. Restez avec nous. قالوا لي بالشارية
جات تصيد ساعة تصيدات واليوم الحد ما كاين حد هي اللي بغات عينك شبر جات تصيد ساعة تصيدات واليوم الحد ما كاين حد هي اللي بغات Voilà une très très belle chanson de Souad et sa troupe Lemma que j'adore énormément. Nous arrivons justement à notre troisième plateau. Je vous retrouve juste après ce jingle. Alors, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir à mes côtés le Ben Taïeb l'Arabi ainsi que Mhamdi Mourad, des membres du club et de l'association de la pêche de la wilaya de Béchar. Bonjour, bienvenue. Merci. Bonjour et merci. Ah ben, ravi de vous retrouver. Justement, vous aviez organisé un événement, c'était un concours de pêche, vendredi, samedi dernier. Et donc, nous allons parler du déroulement de cet événement. Il y a eu une compétition, en plus une campagne de nettoyage de cette Jorf Torba. Alors, je commence avec M. Larbi, je commence avec vous. Oui. Vous allez nous dire comment que ça s'est déroulé. Oui. Merci, madame, pour l'invitation. C'est moi qui vous remercie. C'est une compétition, le premier jour, ça concernait les jeunes. Oui. Surtout, c'est pour les enfants, pour les inciter, les inciter à connaître un peu la pêche, les mettre en contact avec le monde aquatique, le poisson, tout ce qui concerne la vie aquatique. Ensuite, le deuxième jour, c'était surtout pour les seniors, les grands. C'est des anciens qui ont l'habitude de participer justement à des compétitions. Entre autres, notre ami Mourad, il était classé le premier. Ah, c'est lui déjà déclaré, oui. Donc, son fils, il était le premier chez les juniors. Et lui, c'est le premier chez les seniors. Exactement. Donc, justement, quand je l'ai de père en fils. L'autre jour, de père en fils. Bien sûr. Ah ben c'est super. Ouais. Alors, monsieur Mhamdi, je reviens vers vous. Alors, comment que ça se déroulait la compétition? Comment que vous avez vécu ce moment? Alors, sachant que vous aviez, je ne dirais pas que vous étiez prétentieux, mais vous saviez à l'avance que voilà, vous alliez réaliser un certain nombre quand même de kilos, de grammes. Je savais d'avance parce que j'ai travaillé beaucoup pendant plusieurs années, ce qui m'a laissé déclarer cette déclaration. Oui. Alors, vous avez vu, la bourriche elle était pleine de poissons. Et on l'a très très bien vu. Oui. Voilà, j'ai déjà déclaré. Alors, je suis content. Je suis content. Comme toujours. Vous aviez l'habitude de participer à des concours pareils? Oui. Uniquement à Béchar? National. Donc, à chaque fois, vous vous déplacez quand il y a un concours de pêche? Avec le groupe de la Saoura. Et qu'est-ce qui vous a orienté vers cette discipline, justement? Qu'est-ce que vous éprouvez comme... Quand j'étais petit, je pense que j'avais 15 ans. Oui. C'est mon oncle qui m'emmène avec lui chaque fois. Où ça? Au barrage. Au barrage de Jorf Torba? Oui. Voilà, donc vous avez appris à Jorf Torba. Et voilà. Vous gardez un bon souvenir, c'était un moment agréable. Oui. Ah ben justement, on va s'arrêter avec ce petit VTR que je vous avais rendu visite samedi dernier. Oui. Alors, on va voir ce reportage interprété par Jawida Bab Ahmed et nous reviendrons justement pour continuer le débat. Restez avec nous. Canne à la main, casquette vissée sur la tête, regard fixé au-delà de la fameuse étendue aquatique de la Saoura, le barrage de Jorf Torba. Des rires par-ci, des rigolades par-là, c'est l'atmosphère que créent plus de 40 pêcheurs durant le concours de la pêche récréative et continentale le week-end dernier.
Cette manifestation est parmi celles des ports et barrages bleus. Aujourd'hui, nous avons 45 participants, ça se passe dans de bonnes conditions. À la fin, nous organisons une campagne de nettoyage aux alentours du barrage. Je suis un participant de l'association des pêcheurs La Saura. Non, je suis membre, oui, je suis membre. Et en même temps, je suis pêcheur. C'est une occasion favorable pour octroyer les pêcheurs et les rassembler dans un climat fraternel. أنا مشاركين في هذا العرس الرياضي اللي درته لنا جمعية الثورة. J'ai participé à cette fête sportive qu'a organisée l'association Saura, que je remercie d'ailleurs, pour le plaisir de la pêche. بصورة جيدة. الحمد لله. Entre ceux qui jouaient d'avoir raté le monstre de l'année et ceux qui sortaient des poissons plus gros que leur glacière vide, on a bien ri. الأهم هي المشاركة على كل حال، هذا هو الأهم، وتكون إن شاء الله توجور تكون المسيرة كما هكا. Le plus important, c'est la participation. La pêche est une activité qui demande beaucoup de patience. C'est une sorte de sérénité, c'est ma passion. الترفيه على قلب الترفيه une grande patience حصل حاجة فور. هذه التظاهرة هنا راه عبارة على عائلة واحدة هنايا. كل واحد يلقى صديقه وهما كاع عائلة واحدة. Nous, les pêcheurs, formons une seule famille. Entre potes, c'est plus qu'une famille. On crée cette ambiance de joie pour les gagnants et une autre de rigolade pour ceux qui ont échoué. C'est ça le charme. Le barrage de Djorf Turba est parmi les barrages les plus grands au niveau national, la raison pour laquelle on y trouve plusieurs sortes de poissons. On y trouve la carpe miroir, la carpe commune, le barbeau du désert, la perche soleil. On y trouve des poissons qui, leur poids dépasse les 7 kilos. يفوتوا 7 كيلوغرام. Le concours, une vraie fête. Petits et grands, débutants et vieux briscards de la ligne, tout le monde a joué le jeu. Le barrage, gonflé à bloc par les dernières pluies, offrait un décor parfait pour cette rencontre où la nature, le sport et le sourire étaient les vrais gagnants. Cette activité coule dans mes veines. C'est mon remède. Une sorte de sérénité et de paix intérieure. راحة البال. في هذه المنافسة اللي راهو جايين فيها الصيادين العائلة الواحدة، مرحبا بكم انتم أصلا في العائلة الواحدة هذه. Ce lieu, avec cette manifestation, sont un vrai puits de bonheur, une source de plaisir pour cette famille de pêcheurs. حاسين تاع السعادة اللي يجوا هنايا يفرغوا كاع، وهذيك العائلة كما قلت لك فيها الفرجة نتاع الناس. Conclusion, à Djorf Turba, on pêche sérieux, mais sans se prendre au sérieux. Eh ben, c'était une magnifique ambiance qu'on a vue entre la famille de pêcheurs, justement, et avec 45 personnes. Voilà. Et surtout, il y avait 2 personnes de la wilaya de Mascara. Exactement, qui sont, il y en avait un qui était interviewé, qui s'était déplacé depuis Sig, la ville de Sig, jusqu'ici, juste pour éprouver ce plaisir et pour participer à cette compétition. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur justement cette ambiance qui règne quand vous êtes là, avec ce calme? Je sais que le climat n'était pas très favorable, même si le temps était couvert, ce qui était une bonne chose. Par contre, le vent ne vous a pas trop facilité la tâche. Eh bien oui, malgré les conditions climatiques, on a passé de bons moments avec nos amis. Et un pêcheur ne craint jamais les conditions climatiques parce que ici, qu'est-ce qu'il sait faire? Donc, voilà, c'est comme ça. Alors, je reviens vers vous. Qu'est-ce que vous avez éprouvé comme sentiment quand vous avez pris votre canne pour la première fois? Et puis, quand vous participez à ce genre de compétition, qu'est-ce que ça vous fait comme effet? Bon, moi, j'ai participé en tant qu'organisateur, donc je n'ai pas participé dans la compétition proprement dite.
Oui, pas forcément cette fois-ci. À partir de la première fois où vous avez pris votre canne. Moi, je me suis trouvé dans cette discipline ou bien activité de pêche, etc. Ouais. C'est un sport finalement. C'est le contraire de M. Morad. C'est à travers mon fils. C'est mon fils qui m'a dirigé. Super. Donc c'est lui qui s'est orienté vers ça. Oui, c'est l'inverse. Parce qu'il est toujours attiré par cette... Donc, quand je le voyais comme ça, toujours actif, prêt à partir, il s'organise, le matériel, l'achat de tout un équipement sophistiqué, etc. La préparation de ses appareils, la préparation la veille, les déplacements à Mrania, à Tlemcen, tout ça. J'ai dit qu'il y a quelque chose qui se cache derrière et j'ai découvert que effectivement, il y a la patience, il y a la persévérance, il y a le calme. Bon, pour nous, surtout les âgés, le stress. Ça évacue tout ce stress. Ça évacue le stress. Ça nous fait oublier les problèmes de la vie. Il y a le calme, la nature, les pieds dans l'eau. Donc, c'est un autre monde. Donc, on oublie le téléphone, le smartphone, donc tout ça. Un moment de bien-être. Un moment de bien-être, voilà. Donc, c'est votre fils qui vous a... Alors, la première fois que vous avez pris une canne à pêche, vous aviez quel âge? Ça fait combien d'années, à peu près? Quand est-ce que vous avez commencé? Bon, la première, quand on était jeune, c'était des petites cannes avec du roseau. Non, c'est pas notre système. On est tous passés par là. Mais maintenant, c'est autre chose. C'est des cannes très sophistiquées, très légères, qui supportent des poids, etc., des moulinets. Hein? Il y a tout un équipement. Exactement. Ouais, justement, c'est tout un équipement. Avant, on prenait un petit seau à côté, mais maintenant, le nouvel équipement, je l'ai commencé à le contacter, à s'approcher. Les années 2020, 2000... c'est tout récent alors? Oui, c'est tout récent. Oui. De là, j'ai commencé à... Vous avez participé à des compétitions? Non. Ah, pas du tout? Non, je n'ai pas participé. Et vous espérez en participer? Peut-être, oui, peut-être un jour. Pourquoi pas? C'est toujours un plaisir de participer. Le plus important, c'est de participer, c'est pas vraiment... Mais toujours, j'ai besoin des conseils de M. Morad. Ah ben oui, il est là pour vous apprendre. Pour l'expérience, il en a. C'est l'expérience. Parce que il ne suffit pas de connaître qu'il y a que l'hameçon, etc. Il y a des techniques, il y a des modes de pêchement. Il y a le savoir-faire, ça vient pas il y a la main, il y a l'œil, il y a la précision, tout ça. Et c'est pas du jour au lendemain qu'on va l'apprendre, tout ça. Ça demande, c'est de l'expérience. Exactement. Donc moi, je suis un amateur, un vieux amateur, donc vous voyez un peu le... C'est très bien. Moi, surtout, c'est pour le loisir, la détente, la marche. Oui. Toujours avant de commencer, je fais une marche comme ça, dans les pieds dans l'eau. Toujours bien pour le corps, oui. Voilà, Et aussi le contact. Si ce n'était pas cette pêche, je ne connais jamais Morad. Oui. Donc, d'ailleurs, on a vu au VTR, on appelait ça la famille, une deuxième famille. L'autre fille, etc. J'habitais depuis plusieurs années à Péchard, mais je n'ai jamais connu M. Lotfi. Donc, vous voyez un peu le tuyauté. Donc, vous voyez un peu le contact, c'est le contact social. Bien sûr. Il y a le contact, le bien-être physique. C'est le plus important. Le mental aussi, mais ça vient, c'est l'un est complémentaire. Le bien-être mental. Bien sûr. Aussi, surtout, ce qui m'a encouragé avec eux, c'est quand il approche vers les jeunes. Oui. C'est surtout cette génération. Exactement. Il faut les inciter à justement à cette activité, à connaître justement, parce que ça les éloigne. Les éloigner des écrans surtout. Voilà, des écrans, d'autres fléaux, etc. Et aussi la préservation de cette richesse, parce qu'il y a une eau, il y a un barrage, et il faut le tenir, il faut le surveiller, il faut garder justement... Le nettoyer aussi, d'ailleurs, c'était une très bonne action de la part de l'association. La carpe, elle nettoie le barrage,
parce qu'ils se nourrissent des algues. Et si ces algues se multiplient, ils vont devenir donner un mauvais goût pour les eaux. Aussi, ces poissons-là, ils servent comme nourriture, soit pour les humains, soit pour les animaux. Les animaux, les oiseaux, les migratoires, tout ça, eux-mêmes deviennent une alimentation pour d'autres. Et aussi le gambousia qui se nourrit des algues, des moustiques. Voilà. Donc tout ça. On a eu la chance justement de retrouver M. Tari qui était avec vous à la compétition et qui nous a donné une petite cartographie, je veux dire, sur la région, sur le barrage et toutes ces compositions. Je vais revenir vers vous, M. Hamdi. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'équipement justement d'un pêcheur? Qu'est-ce qu'il devrait avoir en premier lieu? Bien sûr une canne, mais quoi d'autre? Bon, pour un pêcheur, il faut qu'il soit... Est-ce qu'il est impératif déjà qu'il soit bien équipé? Bien sûr, parce que s'il n'y a pas de matériel, il ne peut pas pêcher, il ne peut pas comprendre comment on pêche. Il faut avoir une connaissance de la pêche pour la première fois. Oui. Il faut faire des formations. Même c'est l'objectif de l'association. On a fait des formations avec des étrangers, des Français qui sont venus, ça fait 2 ans. Ils sont venus à Sétif. On a fait une formation. La première formation, on a fait à Sétif avec des étrangers, 7 étrangers. La deuxième, on a fait à Douira avec les mêmes étrangers. Ils nous ont fait des formations. C'est bien. Non, je ne pense pas qu'un pêcheur peut arriver à ce stade comme maintenant, si l'on parle de pêche professionnelle, oui, probablement on aura besoin de tout ça. Voilà. Mais pour un amateur, pour un enfant, pour un père qui sort avec son fils, le strict minimum qu'il devrait avoir, justement. Une canne à pêche, du pain, il peut pêcher. Voilà. Voilà, ça ne demande pas grand-chose. C'est simple, oui. Et bien sûr, on doit profiter de cette occasion que le barrage soit bien rempli cette année par rapport à la sécheresse qu'on a vécue pendant plusieurs années. On n'avait pas cette opportunité. Oui. Et d'ailleurs, on voyait cette... je ne sais pas comment on va l'appeler, ce paysage avec la richesse des poissons, des oiseaux qui avaient presque disparu pendant un moment parce qu'il n'y avait plus d'eau. Oui. Et voilà, ça revient là. Je reviens à la richesse parce que les poissons, le barrage, quand il a vécu la sécheresse, on a fait plusieurs opérations de l'ensemencement. On a amené les poissons... On a ramené l'association, je dis bien. L'association a fait plusieurs voyages, je dis bien voyages, sans équipement qu'on peut faire avec. Des moyens de bord. Voilà. C'est des bassins, des bassines. Des bassines de fortune, etc. Des pompes à oxygène pour amener des poissons de... Chapeau bas. C'est de Brézina. On a fait 4-5 voyages. Très bien. Voilà. Et voilà, ça permet d'avoir plusieurs espèces qui revivent. D'ailleurs, on a vu, j'avais remarqué, je ne sais pas si c'est parce que c'est la saison, on a vu que des petits poissons. Voilà. Autrefois, on voyait de grands poissons. Après des années de sécheresse, ce n'est pas évident de retrouver ces grands poissons. Ça s'est reproduit. Mais, oui, on attend que ça se reproduise petit à petit. Peut-être d'ici l'année prochaine, on en aura d'autres bien plus grandes que celle-ci. Alors, la plus grande, je sais que le 4e prix était attribué à celui qui devait pêcher le plus grand poisson. Prise, voilà. Oui, la plus grosse prise. Alors, ça pesait combien déjà? Non, on ne l'a pas fait. On a éliminé ce cadre. Parce qu'on n'a aucune personne qui l'a eu. Voilà. Ah ben c'est dommage. Il n'y avait pas une prise assez grande. Voilà, exactement. Donc c'était toute proche. Des petits poissons. Ça, je l'avais remarqué, c'était que des petits poissons au départ. Maintenant, je ne savais pas si vers la fin, vous aviez réussi quand même à avoir un plus grand poisson. Oui. Un dernier mot peut-être avant la clôture de... Aussi pour l'environnement. Parce que surtout avec les jeunes, quand ils sont là-bas, il y avait un petit volontariat de reboisement. Et c'est Oui, j'avais oublié de parler de ça. C'était le vendredi, il y avait une opération de reboisement, exactement, avec les enfants. Donc, et le lendemain, c'était le nettoyage avec les adultes. Le nettoyage aussi. Et les adultes, après, c'est l'arrosage de tout ça.
Ils ont arrosé ces arbres justement. Donc, vous voyez qu'il y a un cycle de l'entraide. Voilà, entraide. Et il faut cette entraide, surtout les périodes estivales, les périodes chaudes. Il faut que les gens, les pêcheurs, etc. Et ce réflexe. Même les visiteurs, quand il y aura des visiteurs qui vont donc, irriguent ces arbres, justement, surtout le mois de juillet et le mois d'août. De là, on va avoir une petite forêt là-bas, à côté, justement. Il va y avoir un barrage avec une forêt, avec donc un plaisir. C'est un joyau pour la wilaya de Béchar. Bien sûr, c'est toujours un acquis. Je vous remercie pour ce dernier mot. Alors, un dernier mot, M. Hamdi. Un dernier mot, je passe un dédicace pour les membres de l'association qui ont travaillé beaucoup pendant ces 2 années, surtout M. Lotfi et tous les membres. Et nous vous félicitons par la même occasion pour l'obtention du premier prix. Merci. Et nous vous souhaitons encore plusieurs réussites dans vos futures compétitions et une bonne représentation justement de la wilaya de Béchar. Je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. Chers téléspectateurs, nous arrivons à la fin de ce 3e plateau. Je vous laisse avec cette pause musicale et nous reviendrons pour recevoir nos futurs invités dans notre 4e plateau et dernier bien sûr. Restez avec nous. أضرار زينة الجنان لد التمر والريمن لد الأصول بالبيان انت ميموني لا رجال أضرار زينة الجنان لد التمر والريمن لد الأصول بالبيان انت ميموني لا رجال زينة الجنان لدى التمر والريمل لدى الأصول بالبيان بنت ميموني لا رجان أضرار زينها مشهور في السياحة والفولكلور في تيميمون ديما منشور أضرار زينها مشهور في السياحة والفولكلور في منطقة ديما منشور أضرار جنوب الغرب الغالي شيخها عالم وباين بالكبير مازالو كاين في قلوبنا والله تسايم أضرار جنوب الغرب الغالي شيخها عالم وباين بالكبير مازالو كاين في قلوبنا والله تسايم بلاد العلوم والقرآن والأولياء الصالحين
ومنهم المعروفين يا الركاني وسيدي سليمان بلاد العلوم والقرآن والأولياء الصالحين ومنهم المعروفين يا الونقالي وسيدي سليمان أضرار جنوب الغرب الغالي شيخها عالم وباين بالكبير ما زالوا كاين في قلوبنا والله كاين أضرار جنوب الغرب الغالي شيخها عالم وباين بالكبير ما زالوا كاين في قلوبنا والله كاين. Et voilà, chers téléspectateurs, nous arrivons à notre quatrième et dernier plateau. Nous retrouverons nos invités juste après ce jingle. Justement, nous allons parler d'écume et patrimoine, en l'occurrence de l'architecture. Et j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir à mes côtés Abdelrazak Mesad ainsi que Madame Biara Ratiba. Vous êtes deux architectes. En l'occurrence, Madame Biara, vous êtes déjà été présente avec nous. Vous êtes professeure à la faculté d'architecture de l'université Tahrir Mohamed de Béchar. Et votre invité, justement, qui vient d'une autre wilaya et qui est notre invité aujourd'hui par rapport au projet qu'il a présenté. Alors, je commence avec vous, Madame Biara. Pourquoi vous l'avez invité au nom du département, bien sûr? Oui, alors, bonsoir. Bonjour. Alors, le département d'architecture et de l'urbanisme de l'université Tahrir Mohamed Béchar a eu quand même l'immense plaisir et honneur d'inviter, je dirais, le lauréat, M. Msaad Abdelrazak, parce qu'il a été nominé pour le prix Aga Khan 2025. Voilà. Et donc, cela fait partie justement de l'enseignement de l'architecture. Sa présentation a été quand même très bénéfique. Elle a servi, c'est quand même un truchement pour booster un petit peu et ressourcer nos élèves architectes. C'est aussi, comme je l'ai dit, un enseignement en architecture. Et il a été nominé pour un prix que la majorité des Algériens ne connaissent pas. Alors, si vous pouvez nous donner un petit aperçu sur ce prix, justement, Aga Khan, c'est ça? Aga Khan, oui. Oui, Aga Khan. En fait, comme je l'ai expliqué hier lors de la conférence qu'il a présentée, Aga Khan, c'est un prix qui est décerné tous les 3 ans. Oui. Mais dans des pays islamiques. C'est un prix d'architecture qui vient honorer l'excellence en architecture, mais une excellence qui vient prendre en compte donc les valeurs culturelles d'un contexte et qui assure aussi la continuité de ces valeurs culturelles et des traditions héritées dans les contextes musulmans et dans les contextes où les musulmans ont une présence assez significative. Donc depuis 1997, il y a eu donc ces prix. Nous avons connu quand même un Égyptien qui est de talent, donc qui est très réputé, qui est renommé dans le monde de l'architecture, qui est un architecte urbaniste égyptien, qui est Hassan Fethi. Et donc depuis le temps, ce n'est que maintenant que nous avons entendu d'un Algérien qui est nominé justement pour... Donc c'est vraiment impressionnant et c'est honorable pour le pays algérien. Bien entendu. Alors je reviens vers vous, M. Abdelrazak, justement pour que vous puissiez nous présenter déjà votre projet, à quoi ça consiste et quelle était la particularité justement de ce projet. Bonjour, bonjour et bienvenue. Tout le monde. D'abord, merci pour l'invitation. Bon, ce projet, c'est dans le cadre de l'habitat, l'habitat rural. Mais c'est l'habitat rural qui s'est voulu avec un ancrage culturel. Exactement. C'est-à-dire que la région, je parle ici de la région de la Steppe, c'est une région où la majorité des habitations, des habitants, à l'époque, habitaient les bêtes, c'est-à-dire khayma, c'est des nomades ou des ex-nomades. La problématique était comment faire habiter ces gens qui n'avaient pas la possibilité d'entrer dans la ville et n'avaient pas aussi la possibilité de rester à l'extérieur de la ville, c'est-à-dire qu'ils sont en difficulté et les faire habiter, c'est-à-dire les faire accepter un modèle d'habitat adapté. Un modèle de vie adapté à leurs besoins, justement. Un modèle d'habitat. Sachant qu'ils avaient l'habitude de dormir tous ensemble, de vivre dans un seul endroit. C'était ça, peut-être le hic qui s'est imposé. C'est une véritable problématique parce que nous considérons que cette partie des
de la population n'a pas encore bénéficié de son habitat qui s'adapte à ses habitudes, à ses coutumes et à la consommation spatiale. C'est-à-dire ils ont leur façon d'habiter, de vivre. Ils ont une philosophie de vie et ils ont un certain nombre d'activités qui diffèrent du citadin. Nous, architectes, on doit s'adapter, créer un espace qui répond à leurs exigences de vie. Ça, c'est par rapport à la gestion de l'espace. Maintenant, la particularité dans l'architecture, dans la forme, justement. La particularité, bien sûr, on s'est inspiré de la typologie du Khayma. Oui, c'est ça. Ça, c'est clair. Et puis, nous avons fait une forme qui s'adapte à un système de constructif pas cher et un système constructif qu'on peut réaliser rapidement. C'est-à-dire cette habitation... En moins d'un mois. Une vingtaine de jours. Voilà. En vingtaine de jours, on peut réaliser une habitation de près de 90 mètres carrés. Oui. Pourquoi? Parce que ces endroits sont inaccessibles. Donc, il est difficile d'accès et difficile donc de ramener les matériaux de construction, etc. Donc, le chantier doit être vraiment un chantier bref, si je peux dire. Et avec des matériaux pas trop lourds non plus, parce qu'ils habitent même dans des montagnes, dans des hauteurs. C'est pas tout le temps évident de... Oui, pour notre cas, c'est à la montagne. Les matériaux disponibles, il y a la pierre, il y a le plâtre, il y a la chaux aussi qu'on a utilisé. Donc, ça ne nous a pas empêché d'employer aussi des matériaux technologiques qui facilitent la construction. Et qu'est-ce qui vous a inspiré en premier lieu? La première fois qu'Olivier vous est venu, d'où ça vous est venu? La question peut-être n'est pas précise. Alors, la première fois où vous avez pensé à la forme d'une khayma, oui. Qu'est-ce qui vous a inspiré pour aller voir la forme de... D'ailleurs, vous n'êtes pas de Béchar, vous êtes originaire de la wilaya de... Je suis de Boussaada. De Boussaada. Voilà. Donc, on sait déjà qu'il y a des nomades qui utilisent la khayma traditionnelle. Oui. C'est peut-être par rapport à ça que vous êtes orienté vers la forme de la khayma, ou est-ce que parce que ça apporte un plus sur un plan architectural qui, justement, s'adapte avec la particularité de la région? La forme, elle est par rapport à un système constructif. C'est-à-dire que nous n'avons pas utilisé de poteaux. Donc c'est un monolithe, c'est-à-dire un espace monolithique qui essaie d'être autostable. Oui, où il n'y a pas trop de piliers. Il n'y a pas de piliers du tout. Donc on a choisi une forme qui, en elle-même, c'est la forme qui est stabilisante, qui stabilise cette... Et la forme circulaire, ou sous forme de coupole, ou plusieurs coupoles. Il n'y a pas d'angle droit aussi, parce que l'angle droit aussi, c'est une fragilité dans la construction. Surtout par rapport au vent? Par rapport au vent aussi, c'est une région très ventée, bien sûr. Et l'isolation phonique, l'isolation thermique nous ont dicté que cette forme aussi s'adapte parfaitement aux conditions climatiques et aux conditions géographiques de la région. Et qu'est-ce que ça vous fait d'être le premier Algérien nominé à ce prix? Ce n'était pas notre but du tout, c'était un résultat. Donc, mais ça fait architecte déjà, et ça fait répondre à une problématique locale. L'habitat en Algérie, l'Algérie a une diversité culturelle, et donc cette diversité culturelle nous dicte que on doit y avoir une diversité architecturale pour chaque région, chaque culture, chaque population a ses inspirations, chaque endroit a ses inspirations culturelles. Et sa particularité. Sa particularité. Et donc j'ai parlé au début, du l'ancrage culturel de l'habitat. Oui. Ce qui n'est malheureusement pas le cas en Algérie, c'est-à-dire on se trouve avec l'habitat au nord, au sud, dans les hauts plateaux, c'est le même modèle, alors
que nous avons une diversité culturelle très nous avons un variée. patrimoine à revaloriser. Justement, c'est les débats qui à chaque fois, professeur Biara, incite à ce qu'il y ait une architecture homogène, inspirée et s'adapte, voilà, et puis inspirée de nos ancêtres. D'ailleurs, on a toujours dit que chaque société a son identité et l'architecture est le reflet de cette identité, Exactement. bien sûr remodelée avec les valeurs culturelles et les traditions locales de chaque région. Donc ça, c'est important. Moi, ce que j'ai aimé dans son intervention hier, c'est quand même par rapport au temps alloué au bureau d'études lors des concours de projets d'architecture, c'est qu'ils n'ont pas le temps d'investir le terrain. Mais quand même, lui a fait quand même une présentation d'une histoire du lieu qui était vraiment passionnante. Il est revenu à l'histoire, aux origines des Algériens, pas à pas, jusqu'à se poser les questions, qu'est-ce que la maison, qu'est-ce que la chambre. Et donc, c'était une philosophie très intéressante qui a pu quand même booster sa réflexion et sa conception architecturale qu'il a poussé au-delà. Très bien. Ouais. La première fois que vous avez mis votre projet sur terrain, c'était en 2017, c'est ça? En fait, c'est notre 4e expérience. La première expérience, c'était en 2017, effectivement. Oui. C'était abriter une vieille femme dans la wilaya de Msila. Oui. Et puis, on a multiplié un petit peu cette expérience. Alors, j'aimerais bien savoir comment que ça s'est passé, cette première expérience, justement. Vous avez fait participer la famille, justement, à la construction. Vous avez partagé ses avis. Vous avez cherché ce qu'elle voulait exactement. Et ça vous a inspiré quelque part pour avoir des idées. On va dire une petite étude sur terrain par rapport aux attentes de cette catégorie. Notre étude, elle est tout à fait empirique sur terrain. C'est-à-dire que nous n'avons pas au départ un plan. Oui. C'est-à-dire que nous avons répondu à On a une idée, mais au fur et à mesure où on veut faire développe habiter, on voulait faire habiter ces gens. Oui. Comment? C'est-à-dire qu'on a tiré ces projets-là de ces gens-là. C'est-à-dire de leurs coutumes, de leur façon de... C'est ça l'originalité. Voilà, de leurs besoins. Et il faut les écouter. Ils ont participé à la construction, ils ont participé à édifier cet habitat. Mais c'est une approche, disons que c'est une expérience sous forme de laboratoire, oui. en plein air, qu'on a voulu, c'est-à-dire l'approche, elle est originale. Moi, ça me donne l'impression que c'est une architecture vernaculaire qui est construite par des architectes, pour une fois. Oui, pour une fois que ça vient dans des le deuxième besoins sens. sociétaux, elle puise de la culture, du respect de l'environnement, mais par le biais d'architectes cette fois-ci. Exactement. On a utilisé le mot vernaculaire ou bien vernacularisé, quoique ce verbe n'existe pas en français, mais on a essayé de vernaculariser l'habitat en l'ancrant dans l'histoire et dans le patrimoine local de ses habitants. Justement, c'est ce qui serait intéressant justement d'appliquer dans les régions du sud de l'Algérie, parce qu'on voit une habitation qui n'est pas vraiment adaptée aux conditions climatiques, aux besoins et ainsi de suite. Un dernier mot peut-être? Tradition. Je commence avec vous, Madame Biala, si vous avez un dernier mot. Oui, moi je dis toujours respecter l'identité locale de chaque région, respecter l'identité. Oui. Oui. Parce que l'architecture, c'est le reflet. Est-ce que vous espérez que ce projet soit développé, qu'il y ait une inspiration des architectes de la région par rapport à ça? Moi, je dis suivez les pas qu'il a faites. Parce que lui, il a fait une approche participative citoyenne. Il a fait des enquêtes de terrain qui étaient très impressionnantes. Donc les gens avaient hâte à construire leur propre maison par leurs propres mains, d'après les photos qu'il nous a montrées. Donc c'était passionnant. On est revenu c'est-à-dire aux étapes premières de l'acte de bâtir, en fait, dans les sociétés arabo-musulmanes. Donc il a répondu un petit peu à revenir. Moi, je dis toujours revenir à nos traditions, revenir à notre culture, parce que ce qui se passe aujourd'hui, je l'ai dit, je le redis toujours, si vous arrachez une façade d'un bâtiment collectif, pourtant, les mêmes chambres se superposent, je vous dirais que les pratiques sont totalement différentes. Chacun pratique l'espace d'une manière différente. Exactement. Donc il faut subvenir, assouvir aux attentes citoyennes pour pouvoir construire. Donc construire pour les gens. On construit d'ailleurs pour autrui, pas pour nous-mêmes. On est en train de standardiser la construction alors qu'on l'a fait pour autrui, pas pour nous. Absolument. Voilà. Je suis entièrement d'accord avec vous. Un dernier mot, monsieur Abdelrazak Messaad. Pardon, j'ai oublié le nom. Je pense que en Algérie, nous avons suffisamment
de diversité culturelle. Et ces diversités culturelles, à travers notre patrimoine, les solutions existent en Algérie. On n'a pas besoin de les importer. Tout à fait. Les solutions, surtout de l'habitat, qui est un secteur très sensible. Je pense que les solutions existent, on ne peut que les exploiter. Exactement. Je vous remercie pour votre présence et pour toutes ces explications. Bonne chance. J'espère que vous allez avoir justement le premier prix. Je vous le souhaite de tout cœur. Chers téléspectateurs, nous arrivons à la fin de notre émission. J'arrive au terme de cette émission de ce jeudi, le 15 mai 2025. Je remercie les invités, l'équipe technique qui m'a accompagné ce matin. Je vous remercie pour votre attention. Je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, la semaine prochaine, jeudi, à la même heure, sur la même chaîne. Restez fidèles au programme de